Le vent hurlait contre les murs de pierre de l'Académie de Chêne-Vert, envoyant des frissons dans le dos de Séraphine Lavoie, qui serrait son sac à dos usé contre elle. Des tresses châtain foncé encadraient son visage anxieux, dissimulant à peine les rides d'inquiétude autour de ses yeux noisettes. Silhouette menue, engloutie dans un caban trop grand et élimé, elle tentait de se fondre dans le flot d'élèves qui se précipitaient sous le porche en arc, espérant devenir invisible jusqu'à la sonnerie. Séraphine n'était à Chêne-Vert que depuis 2 trimestres, depuis que sa famille avait quitté sa vie tranquille en Bretagne pour cette ville animée de la région parisienne. L'adaptation avait été terrible. Sa nature timide et sa préférence pour la solitude l'avaient mise à part dès le début. Alors que les autres filles naviguaient dans les cercles sociaux, elle cherchait le réconfort dans le coin le plus reculé de la salle de musique, entourée d'instruments anciens et des mélodies discrètes qu'elle seule pouvait entendre. Sans qu'il le sache, sous sa surface douce se cachaient des années d'entraînement rigoureux. En Bretagne, sa grand-mère, une ancienne garde forestière à la retraite, avait insisté pour qu'elle apprenne l'aïkido, après qu'un sanglier se soit approché trop près de leur chaumière. Chaque après-midi, pendant 5 ans, elle avait pratiqué des prises, des projections et des techniques d'évitement dans leur vieille grange. C'était devenu ancré, un réflexe si profond que son corps bougeait sans qu'elle ait à le lui dire. Pourtant, ici, à Chêne-Vert, elle le gardait caché, essayant désespérément d'éviter tout problème. Le premier signe de problème est apparu au cours de sa 3e semaine. Elle traversait le réfectoire bondé lorsqu'une grande fille aux cheveux noirs de jais parfaitement coiffée et vêtue d'une veste de créateur lui a délibérément barré le chemin. C'était Iseult de Valois, meneuse de claques et reine incontestée des premières. Ses yeux émeraudes étincelaient froidement alors qu'elle la regardait de haut avec un rictus, flanquée de ses acolytes omniprésentes. Bruno Vogel, une hockeyeuse musclée au crâne rasé et au froncement de sourcils constants, et Geneviève Moreau, une jeune fille à la peau de porcelaine dont la beauté n'avait d'égal que son sarcasme mordant. « Fais attention, paysanne », a sifflé Iseult, assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Lorsque Séraphine a murmuré des excuses et a essayé de la contourner, elle s'est déplacée à nouveau, lui coupant le passage. J'ai dit « Fais attention, tu es sourde ou juste stupide ?» Le réfectoire s'est tu, tout le monde regardait. Le visage de Séraphine brûlait de honte, alors qu'elle finissait par se faufiler devant elle, leur rire moqueur, résonnant derrière elle alors qu'elle fuyait vers une table vide. Cette rencontre a donné le ton pour les 2 trimestres suivants à Chêne-Vert. Le harcèlement a commencé subtilement, mais a empiré progressivement. Iseult et sa bande la bousculaient accidentellement dans les couloirs, faisant voler ses partitions partout. Elle faisait des remarques blessantes sur ses vêtements à chaque fois qu'elle passait, l'appelant mémé ou la fille de l'épouvantail. Pendant le cours d'art, Bruno a une fois étalé de la peinture sur son chevalet avant qu'elle ne puisse commencer, ruinant sa toile et attirant les ricanements du reste de la classe. À travers tout cela, Séraphine a enduré en silence. Elle se disait que ça passerait, que réagir ne ferait qu'empirer les choses. Sa grand-mère lui avait appris que la violence était un dernier recours, seulement lorsqu'il n'y avait pas d'autre moyen de se protéger. Ce n'était que des mots et des farces, raisonnait-elle. Elle pouvait ignorer les mots. La salle de musique est devenue son refuge, en particulier la salle de répétition isolée au dernier étage où elle pouvait disparaître pendant des heures. C'est là, entourée de partitions et de la douce lueur du soleil couchant, qu'elle a remarqué Gauthier Dubois jouant doucement sur un piano voisin. Il était grand et mince, avec des yeux bleus chauds derrière des lunettes rondes, ses cheveux châtain clair tombant sur son front, alors qu'il se concentrait intensément sur les touches. Contrairement aux autres élèves, qui semblaient toujours se produire pour quelqu'un, Gauthier semblait véritablement perdu dans la musique. Au fil des semaines, ils ont commencé à échanger des sourires timides, puis des conversations discrètes sur la musique et la poésie. Gauthier était attentionné et gentil, rêvant de jouer à l'Orchestre Philharmonique de Paris.
Il traitait Séraphine avec une douceur qui était complètement différente de la cruauté quotidienne à laquelle elle était confrontée ailleurs. Lentement, un sentiment chaleureux a commencé à grandir entre eux. Leur première vraie conversation a eu lieu un mercredi soir brumeux, lorsque Gauthier l'a trouvée en difficulté avec un morceau de Chopin compliqué. Il s'est assis à côté d'elle sur le banc du piano sans demander, sa présence apaisante et rassurante. « Puis-je essayer de vous aider ?» demanda-t-il, sa voix douce et hésitante. « Je joue ça depuis des années. » Alors qu'il la guidait à travers le morceau, leurs doigts se sont effleurés légèrement sur les touches. Un petit frisson a parcouru Séraphine, et elle s'est retrouvée à attendre avec impatience leur rencontre du soir de plus en plus. Gauthier ne lui a jamais posé de questions sur les ecchymoses, sur ses poignets, ou sur la façon dont elle sursautait lorsque les gens s'approchèrent trop près. Il l'acceptait simplement telle qu'elle était, créant un petit espace de calme dans son monde autrement chaotique. Mais même ce refuge sûr ne pouvait pas rester secret éternellement. Iseult et ses amis avaient remarqué les fréquents voyages de Gauthier à la salle de musique, et il ne leur a pas fallu longtemps pour comprendre pourquoi. L'idée que la plus grande inconnue de l'école ait trouvé quelqu'un qui se souciait d'elle leur a donné de nouvelles façons de la blesser. Le harcèlement a escaladé un après-midi froid de novembre, lorsqu'Iseult a coincé Gauthier à l'extérieur de l'auditorium. Séraphine a regardé avec effroi depuis l'autre côté de la cour, alors que Brunho poussait Gauthier contre le mur de briques pendant que Geneviève filmait le tout sur son téléphone. La voix d'Iseult portait clairement à travers l'espace ouvert. « Alors, tu es le petit ami de la tarée maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Dubois? Tu ne trouves pas une fille décente ?» Gauthier a essayé de s'échapper, mais Brunho a saisi son étui de violon, le ramenant en arrière. « On n'a pas fini de te parler, rat de bibliothèque !» Séraphine a senti ses muscles se contracter, chaque instinct lui criant de faire quelque chose. Mais elle s'est forcée à rester immobile, sachant que cela ne ferait qu'empirer les choses pour eux deux. Gauthier a enduré les moqueries avec une force tranquille, refusant de réagir même lorsque Iseult a fait tomber ses lunettes de son visage et les a piétinées. Les semaines suivantes ont apporté un nouveau niveau de tourment à la vie de Séraphine. Maintenant, il visait également Gauthier, le faisant trébucher dans les couloirs, dégradant son casier et répandant des rumeurs sur leur relation. La cruauté était calculée et implacable, visant à les couper de quiconque pourrait les aider. La goutte d'eau a fait déborder le vase par un matin glacial de décembre. Séraphine se rendait à son premier cours lorsqu'elle a senti une forte traction sur son sac à dos. Geneviève avait attrapé la sangle, une chose délavée que la grand-mère de Séraphine avait faite, et la tirait en arrière avec une force surprenante. « Regardez cette chose pathétique », a déclaré Geneviève à la foule grandissante. « C'est tellement vieux et usé, comme tout le reste chez elle. » Iseult s'est avancée à côté d'eux, sortant une paire de ciseaux de son sac à main. « Peut-être devrions-nous simplement abréger ses souffrances. »« S'il vous plaît, ne faites pas ça », a murmuré Séraphine, mais sa voix s'est perdue dans les murmures excités des élèves formant un cercle autour d'eux. Elle a essayé de se dégager, mais la prise de Geneviève était comme du fer. « Reste tranquille, paysanne », a dit Iseult, tenant les ciseaux contre la sangle du sac à dos. « C'est pour ton bien. » Les lames métalliques ont coupé le tissu avec un claquement sec et le sac à dos de Séraphine est tombé sur le sol. La foule a rugi de rire alors qu'Iseult brandissait la sangle coupée comme un trophée. Geneviève a relâché sa prise et Séraphine a trébuché en avant, sa main allant instinctivement à son sac à dos gisant sur le sol. Mais c'est la réaction de Gauthier qui l'a brisé. Il s'était frayé un chemin à travers la foule et s'était agenouillé à côté d'elle, le visage blanc de colère et d'inquiétude. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix tremblant d'émotion. « Oh, c'est touchant !» ricana Iseult. Les tarés se réconfortent mutuellement. Quelque chose s'est cassé à l'intérieur de Séraphine alors qu'elle regardait la mâchoire de Gauthier se contracter de colère. Voici quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle, quelqu'un de gentil et de courageux pour se tenir à ses côtés malgré le prix.
et ces brutes le blessaient à cause d'elle. « Laissez-le tranquille, dit-elle, sa voix étonnamment ferme alors qu'elle se levait. Iseult a ri. « Qu'est-ce que tu as dit, paysanne ?» J'ai dit « Laissez-le tranquille ». La voix de Séraphine avait une nouvelle arête, quelque chose de froid et de dangereux qui a fait reculer plusieurs élèves. « Il ne vous a rien fait. Toi non plus en réalité, » a dit Iseult en haussant les épaules. « On ne t'aime juste pas. Fais avec. » La foule a commencé à se disperser au moment où la première cloche a sonné, mais Iseult n'avait pas fini. Elle a donné un coup de pied au sac à dos de Séraphine, à travers le sol, le piétinant avec la même cruauté qu'elle avait montrée envers les lunettes de Gauthier. « À plus, taré !» dit-elle en s'éloignant avec ses suiveuses. Séraphine s'est agenouillée pour ramasser son sac à dos ruiné, ses mains tremblant de fureur. Gauthier l'a aidé à rassembler les morceaux, son toucher doux et patient. Mais lorsque leurs yeux se sont rencontrés, il a vu quelque chose de nouveau dans son visage, une détermination qui n'était pas là auparavant. « Je suis tellement désolée, » dit-elle doucement. « Je suis tellement désolée qu'il te fasse ça à cause de moi. »« Ne t'excuse pas, » dit Gauthier fermement. « Rien de tout cela n'est de ta faute. » Mais Séraphine savait qu'il était temps d'arrêter d'être une victime. Cet après-midi-là, elle a séché son dernier cours et est rentrée directement chez elle, prétextant une maladie. Dans l'intimité de sa chambre, elle a sorti le vieux gi d'aïkido qu'elle avait rangé lorsqu'ils avaient déménagé en région parisienne. Le tapis usé que sa grand-mère lui avait donné il y a des années l'appelait comme un vieil ami. Pour la première fois depuis des mois, elle s'est laissé se souvenir de ce que c'était que d'être forte. Ses mains bougeaient avec une précision familière, chaque mouvement libérant un peu de la rage qui s'était accumulée à l'intérieur d'elle. Elle a pratiqué des projections qu'elle n'avait pas faites depuis des années, son corps se souvenant des mouvements de combat. Mais il ne s'agissait pas seulement de devenir une combattante. Il s'agissait de reprendre sa dignité et de protéger la personne qui lui tenait à cœur. Iseult et ses amis avaient confondu son silence avec de la faiblesse, sa retenue avec de l'impuissance. Elles étaient sur le point d'apprendre la vérité. Le lendemain matin, Séraphine s'est habillée avec soin, remplaçant son vieux sac à dos par un plus robuste. Elle a traversé les couloirs la tête haute, ses pas confiants. Plusieurs élèves ont remarqué le changement, chuchotant à propos de la nouvelle force dans sa démarche. Gauthier l'a rencontrée à leur table habituelle dans la salle de musique, le soulagement sur son visage. « Tu sembles différente aujourd'hui, » dit-il. « Je me sens différente, » a admis Séraphine. « J'en ai fini d'avoir peur. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle a regardé dans ses yeux bleus et gentils et a senti sa détermination grandir. Tout ce qu'il faut. La confrontation est venue plus tôt qu'elle ne s'y attendait. Pendant le déjeuner, Iseult et sa bande ont coincé Gauthier à l'extérieur du réfectoire, leurs intentions claires d'après leur façon d'agir. Cette fois, Séraphine était prête. Elle s'est avancée à côté de Gauthier avant qu'il ne puisse le toucher, sa petite taille attirant d'une manière ou d'une autre l'attention des élèves beaucoup plus grands. « Ça suffit, » dit-elle, sa voix tranchante. Iseult a semblé surprise de la voir. Eh bien, la tarée a finalement fait pousser une colonne vertébrale. « Je ne vais le dire qu'une fois, » dit Séraphine, sa voix calme. « Restez loin de lui, restez loin de nous deux. » Bruno a ri. « Ou quoi? Tu vas pleurer sur nous? Ou je vais vous le faire regretter ?» La simplicité de sa menace a semblé les amuser. Geneviève a sorti son téléphone, impatiente d'enregistrer ce qui allait se passer. Une foule a commencé à se rassembler sentant une bagarre. « Vous savez quoi ?» a dit Iseult, s'approchant. « Je pense que nous devons vous donner une leçon à tous les deux sur votre place dans cette école. » Elle a tendu la main vers l'épaule de Gauthier, dans l'intention de le pousser contre le mur, comme elle l'avait fait auparavant. Mais cette fois, Séraphine a bougé. Sa réaction a été si rapide que la plupart des gens l'ont manqué. Un instant, Iseult tendait la main vers Gauthier. L'instant suivant, elle trébuchait en arrière avec la main de Séraphine sur son poignet, tordant son bras derrière son dos.
Iseul a haleté de douleur, son visage devenant rouge. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bruno s'est jeté en avant, mais Séraphine bougeait déjà à nouveau. Elle s'est écartée, a saisi le bras de Bruno et a utilisé son propre poids pour la jeter au sol. Bruno a atterri lourdement, son souffle coupé. La foule a haleté de choc. Ce n'était pas la fille timide qu'il connaissait, c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un de dangereux. Geneviève a crié et s'est jetée en avant, ses ongles pointés vers le visage de Séraphine. Mais Séraphine a attrapé son poignet et l'a tordu, utilisant son propre élan pour la faire tourner et la pousser fermement au sol. Iseult s'était suffisamment rétabli pour charger en avant, ses poings se balançant. Mais Séraphine n'était plus la fille effrayée qui avait été tourmentée pendant des mois. C'était une combattante entraînée, et son corps bougeait avec une compétence précise. Elle s'est baissée sous le premier coup de poing d'Iseult et a saisi son bras, la déséquilibrant. Iseult a atterri lourdement, sa veste de créateur couverte de terre. « Tu m'as cassé le bras !» a-t-elle crié, sa voix stridente. « Je ne fais que commencer !» a répondu Séraphine, sa voix calme. Bruno s'était relevé et tournait autour d'elle, sa confiance antérieure disparue, remplacée par la peur. « Tu es folle !» a-t-elle murmuré. « Non !» a dit Séraphine, ses yeux fixés sur les siens. « J'en ai juste fini d'être votre victime. » Bruno s'est précipité sur elle à nouveau, essayant de la saisir. Mais Séraphine s'est écartée et l'a fait trébucher, l'envoyant s'étaler sur le sol. Iseult, tenant toujours son bras, a cherché de l'aide autour d'elle. Mais la foule d'élèves s'est contentée de regarder, leur téléphone enregistrant tout. Elle avait dirigé cette école par la peur, mais maintenant, c'était elle qui avait peur. « Ce n'est pas fini !» a-t-elle craché en reculant. « Si, ça l'est !» a dit Séraphine. « Mais pas parce que tu le dis, parce que je le dis. » Elle s'est avancée vers elle, son entraînement clair dans chaque pas. Iseult a lancé un coup de poing, mais elle a attrapé son poignet et l'a tordu brusquement, la faisant tomber à genoux. Pendant un instant, elle s'est tenue au-dessus d'elle, sa main levée pour frapper le coup qui mettrait fin au règne de terreur d'Iseult. La foule a retenu son souffle, attendant de voir si elle franchirait cette ligne. Mais alors, la voix de Gauthier a traversé le silence. « Séraphine, ça suffit, tu as gagné !» Elle l'a regardé, voyant l'inquiétude dans ses yeux, et a senti la rage commencer à s'estomper. Iseult s'est agenouillée devant elle, vaincue, ses suiveuses dispersées. Le pouvoir était à elle maintenant. Lentement, elle a baissé sa main. « Lève-toi !» dit-elle doucement. Iseult a eu du mal à se relever, son visage un mélange de douleur et d'humiliation. La terre recouvrait son uniforme et ses cheveux étaient en désordre. « J'aurais pu te faire plus de mal, » dit Séraphine, sa voix portant dans tous les coins de la pièce. « J'aurais pu te faire ce que tu nous as fait, mais je ne suis pas comme toi. » Elle s'est tournée vers les élèves, dont beaucoup avaient regardé le harcèlement sans rien faire. Voilà ce qui arrive quand on confond la gentillesse avec de la faiblesse, quand on pense qu'être silencieux signifie être impuissant. Iseult a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais elle l'a coupé avec un regard. « On a fini ici, » dit-elle. « Ne me fais pas le répéter. » Alors que la foule commençait à partir, Gauthier s'est approché d'elle. « Ça va ?» demanda-t-il. Séraphine a regardé ses mains, surprise de les trouver stables. « Je crois que oui. »« Où as-tu appris à te battre comme ça ?» Elle a souri. « En Bretagne. Ma grand-mère m'a appris à me protéger. »« Pourquoi tu n'as pas fait ça plus tôt ?»« Parce que je ne voulais pas devenir comme eux, » dit-elle en regardant Iseult et ses amis s'éloigner. « Je ne le veux toujours pas. » Les jours qui ont suivi ont changé Chennever. La nouvelle de la bagarre s'est répandue rapidement et les élèves qui avaient ignoré Séraphine la traitaient maintenant avec respect. Iseult et ses amis lui ont laissé un large espace. Plus important encore, la culture de la cruauté a commencé à changer. D'autres élèves ont trouvé leur voie, inspirés par l'exemple de Séraphine. Les couloirs sont devenus plus sûrs. Iseult elle-même semblait différente. L'arrogance qui l'avait définie avait disparu.
Elle se déplaçait silencieusement maintenant, les yeux baissés. 2 semaines plus tard, elle est venue voir Séraphine à son casier. Séraphine s'est tendue, mais le langage corporel d'Iseult ne montrait aucune menace. « Je veux m'excuser », dit-elle doucement. Séraphine a étudié son visage, cherchant la tromperie. Mais tout ce qu'elle a vu, c'est une fille qui avait été forcée de faire face à ce qu'elle avait fait. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pour tout. Pour avoir rendu ta vie horrible, pour s'en être pris à Gauthier, pour être... » Elle a eu du mal avec les mots, pour être le genre de personne qui ferait ça à quelqu'un. Pourquoi? Iseult est restée silencieuse. Parce que je pouvais, je suppose. Parce que ça me faisait me sentir puissante, parce que je pensais que c'était ça, être forte. Et maintenant, je connais la différence entre être forte et être une brute, a-t-elle dit. Ce que tu as fait ce jour-là, défendre quelqu'un à qui tu tenais, te protéger sans être cruel, c'est ça la vraie force. Séraphine n'a ressenti aucune joie dans sa défaite, seulement de la tristesse. « J'accepte tes excuses, dit-elle. Mais s'excuser auprès de moi ne suffit pas, tu dois t'excuser auprès de tous ceux que tu as blessés. » Iseult a hoché la tête. « Je le ferai. » Alors qu'elle s'éloignait, Séraphine a senti un chapitre se fermer. La fille tranquille qui était arrivée à Chênevert avait disparu, remplacée par quelqu'un qui connaissait sa valeur et n'avait pas peur de la défendre. Gauthier est venu à ses côtés comme il l'avait fait tous les jours depuis la bagarre. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il. « Différente, dit-elle, plus forte, mais pas de la façon dont je m'y attendais. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? Je pensais qu'être forte signifiait être capable de se battre, dit-elle. Mais c'est plus que ça, c'est savoir quand se battre et quand s'éloigner. C'est se défendre sans devenir cruel. » Gauthier a souri et a pris sa main. « Je suis fier de toi. Pour avoir tabassé Iseult, pour avoir fait preuve de miséricorde alors que tu aurais pu la détruire, pour avoir été meilleur qu'eux. » Alors qu'ils descendèrent le couloir, Séraphine a pensé à ce qui s'était passé. Elle avait appris que le silence n'était pas la paix, mais la reddition. Que parfois, la seule façon d'arrêter la violence était de riposter. Mais surtout, elle avait appris que la vraie force n'était pas de blesser les autres, mais de savoir quand cette force devait être utilisée. La fille qui s'était cachée dans les coins avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un qui comprenait que le respect se gagnait par le courage. Elle avait trouvé sa voie, sa force et sa place. Et en Gauthier, elle avait trouvé quelqu'un qui la voyait non pas comme une victime, mais comme elle-même, complexe et digne d'être aimée. La transformation était terminée, mais le vrai travail ne faisait que commencer. Construire une meilleure école, une meilleure communauté, une meilleure version d'elle-même. Ce sont des défis qui nécessiteraient du courage. Mais pour la première fois depuis son arrivée à Chênevert, Séraphine se sentait prête à affronter tout ce qui allait arriver.